Amandine, bonjour. Bienvenue Bonjour. sur La On Discute. Bonjour, enchantée. Très heureux que... Bah oui, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, exactement. Je suis très heureuse d'être ici. Eh ben, très heureux que tu aies accepté l'invitation. Donc, tu es diététicienne plaisir. sportive Exactement. ou diététicienne du sport. J'imagine qu'on peut dire un peu les deux. On peut dire les deux, effectivement, diététicienne du sport. Pour me présenter un petit peu, donc moi j'ai passé mon BTS diététique assez récemment. Finalement, ça fait 4 ans que je suis diététicienne. Avant, j'avais fait pas mal d'études également dans le domaine sportif, au niveau de l'événementiel sportif. Puis après, j'ai vraiment eu vraiment cet attrait pour la diététique et du coup, j'ai voulu passer le BTS et me former spécifiquement pour accompagner des sportifs. Et c'est comme ça que j'ai passé une formation avec Prépa Diète, donc pour devenir diététicienne du sport. Donc, je dirais que maintenant, j'accompagne 80% de sportifs et puis 20% encore de personnes avec des pathologies spécifiques ou on va dire des prises en charge type perte de poids, etc. Ce qu'on pourrait retrouver pour un diététicien ou une diététicienne un peu plus classique. Exactement. Tu dis c'est assez récent, mais 4 ans, tu commences à avoir de l'expérience, voire même pas mal. Ouais, oui, je commence effectivement, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à savoir que du coup... j'ai l'impression de rien savoir encore. Donc Mais j'imagine que c'est un petit peu la même chose pour un peu tous les champs d'expertise en fait. Ouais. Une fois que tu as passé ton diplôme, tu te dis je connais plein de trucs, j'ai accumulé plein de connaissances, je suis très content. Et puis en fait, plus tu progresses et plus tu dis mais en fait, il y a tout ça. Il y a encore cette montagne de savoir et d'études scientifiques et de cas pratiques à explorer. Donc ouais, ça peut être grisant. Complètement. Donc, déjà, avec la formation spécifique pour l'accompagnement des sportifs, j'ai déjà eu tellement de connaissances en plus. Pareil, au niveau lecture scientifique, ça m'a vraiment poussée à aller chercher encore plus loin. Je continue vraiment de me former tous les jours avec des bouquins qui sortent, avec les études, etc., auxquelles je me tiens informée tous les jours, toutes les semaines. Ah oui, ça fait partie du boulot maintenant. Exactement, tout à fait, pour rester vraiment, on va dire, dans l'air du temps et accompagner au mieux nos sportifs. Et puis à côté de ça, effectivement, au niveau diététique, on va dire, dans la diététique, il y a vraiment plein de métiers différents. Chacun est spécialisé à des niveaux différents. Donc, c'est vrai que ça amène à savoir beaucoup de choses. Ouais, il y a encore plein de choses à explorer alors. Exactement. Tu vois la diététique au sens... Alors, pour contextualiser un petit peu, bon, je suis coach sportif, je suis confronté à beaucoup de personnes qui ont besoin de conseils diététiques. Et je remarque que la population générale, on va dire, mine de rien, même si elle est de mieux en mieux éduquée sur la diététique, il y a encore du boulot à faire probablement. Oui. Et peut-être que les sportifs, c'est encore plus spécifique parce que j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sportifs ne savent pas si bien s'alimenter que ça, en fait, ne comprennent pas ce que ça implique en termes de besoins caloriques, de besoins énergétiques, vitamines et minéraux, etc. Est-ce qu'on peut dire que les sportifs ne savent pas s'alimenter ou ce serait un peu trop généralisé Oui et non, on va dire il y a déjà des sportifs qui sont hyper alertes vraiment sur le sujet, qui vont creuser énormément pour justement optimiser vraiment cette partie-là, cet élément qui fait partie des performances sportives, la nutrition. Donc pour certains que je vois par exemple en consultation, vraiment l'alimentation c'est quelque chose qui les touche énormément, pour lesquels ils vont chercher, ils lisent beaucoup, et d'autres effectivement vont pas forcément chercher hyper loin. Et puis il y a tellement d'idées reçues maintenant que du coup c'est compliqué vraiment de se faire un avis, de savoir quoi manger, à quel moment. Donc et puis après, ça dépend aussi finalement un peu des sports. C'est vrai que moi, pour accompagner vraiment des sportifs dans tous les sports, les sportifs, je dirais par exemple d'endurance, qui ont l'habitude de s'entraîner seuls, de se gérer, ils sont vachement plus alertes finalement sur l'alimentation parce qu'ils gèrent ça seuls, contrairement par exemple à des sports collectifs où parfois ils sont dans des pôles où du coup on va directement leur faire à manger, leur dire il faut prendre ça et ça et ça, et en fait ils vont moins s'y intéresser. Donc en fait je pense qu'on les laisse seuls gérer leur alimentation, peut-être que ça sera pas du tout à la hauteur, enfin en tout cas au niveau des
des besoins dont ils ont besoin. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils font plus l'effort de se renseigner tout seuls. Et tu vois une différence en termes de niveau, c'est-à-dire que les sportifs plus avancés sont plus éduqués sur la diététique sportive, ou alors il n'y a pas forcément de dénominateur commun, et on peut avoir des personnes qui sont très très bien renseignées déjà au niveau amateur, et au contraire des sportifs qui ont des performances stratosphériques, mais qui pourraient encore plus les améliorer grâce à une diététique plus contrôlée en fait. Oui, effectivement, ça je le vois. Il peut y avoir des sportifs professionnels qui sont hyper alertes sur leur nutrition, et d'autres finalement qui le font feeling. Font complètement au feeling. Alors on va dire qu'ils ont quand même des résultats qui suivent, mais en optimisant justement cet élément qui est la nutrition, l'hydratation, ils pourraient peut-être être encore meilleurs en s'améliorant sur ce point-là. Et à côté, effectivement, au niveau amateur, j'ai déjà vu des personnes en consultation finalement qui, je dirais pas en savaient autant que moi quand même, j'avais des choses à leur apporter, mais finalement qui étaient vraiment, vraiment très éduqués sur le sujet de la nutrition et qui, justement, poussaient hyper loin au niveau des recherches, etc. Donc, Et du coup, quand tu as quelqu'un en consultation, l'objectif premier, c'est de traiter la diététique comme un tout, ou alors vraiment de se concentrer sur la pratique sportive et de ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de cette pratique sportive? Les deux. J'essaye de gérer les deux en parallèle. Dans un premier temps, c'est vrai que je vois vraiment l'alimentation du quotidien, ce qu'on peut éventuellement améliorer autour de l'entraînement pour qu'il y ait des bénéfices pour l'entraînement, la récupération, etc. Et après, dans un second temps, effectivement, de me concentrer sur la nutrition pendant leur effort pour encore une fois, améliorer leur performance, préparer la récupération qui va suivre. Mais je dirais que les deux se travaillent vraiment en parallèle. Il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est vraiment un tout. Ouais. Ce sera peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a une différence entre un plan diététique pour être en bonne santé et un plan diététique pour performer au maximum? Est-ce que les deux sont différents ou est-ce que les deux, j'imagine, s'entrecoupent quand même un petit peu? Mais si on veut performer au maximum de ses capacités, est-ce que ça veut dire qu'il faut sacrifier une toute petite partie diététique santé? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, complètement. Alors, effectivement, je dirais que dans tous les cas, une nutrition que je pourrais recommander à une personne, on va dire lambda entre guillemets, en tout cas qui ne s'entraîne pas ou peu, va forcément être assez proche d'une nutrition pour un sportif. Après, là où il faut vraiment adapter au maximum pour le sportif, c'est vraiment les besoins en micronutriments qui ne vont pas être les mêmes. Et après, vraiment s'adapter au maximum aux besoins du sportif. C'est vrai que, pareil, entre les différents sports, que ce soit les sports de force, les sports d'endurance, les sports artistiques, les besoins en macronutriments ne seront pas les mêmes. Dans certaines disciplines, on aura un apport en protéines qui sera un peu plus haut. Dans les sports d'endurance, il y aura une prévalence au niveau des glucides, par exemple. Donc voilà, vraiment... de manière générale, oui, l'alimentation santé va être celle qu'on va mettre pour un sportif, mais par contre, on va vraiment tenir compte encore plus de tout ce qui est apport en micronutriments et puis besoins adaptés aux individus, enfin aux sportifs. Tu fais une transition parfaite parce que c'est exactement ce que j'allais aborder après. On pourrait se dire que la diététique sportive, ça n'a rien de compliqué. Bon, évidemment, je me fais l'avocat du diable et je grossis carrément le trait. Je fais du sport. Je dépense plus d'énergie, donc il me suffit juste d'en apporter plus, quelle que soit la source de cette énergie. Tant que j'ai plus de calories, normalement, je suis OK. Par exemple, j'ai fait un petit footing, j'ai couru 10 km, j'ai brûlé, 700 calories. Je peux me permettre de consommer 700 calories de plus parce que voilà, on rétablira l'équilibre et jusque-là, on est OK. Bon, bien sûr, j'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, je dirais que oui, en soi, effectivement, du coup, le sportif a des dépenses énergétiques plus importantes, donc forcément, il va avoir des besoins énergétiques plus importants, besoin d'amener plus de calories pour optimiser la récupération, pardon.
Par contre, voilà, ce qui va aussi différer, c'est ce besoin, cet équilibre entre les différents macronutriments. Qu'est-ce que j'apporte comme calories justement après un entraînement ou avant un entraînement? Et puis, comment est-ce que j'optimise la récupération et puis mes performances au global avec la micronutrition, donc tout ce qui va être les vitamines et les minéraux, le fer, le zinc, le magnésium, le potassium, etc. Donc ça va aussi avoir vraiment un gros intérêt chez le sportif. Donc du coup, on a l'approche totale calorique, en dessous les macronutriments, en dessous les micronutriments, et peut-être même en dessous le timing des nutriments, enfin le moment auquel on va le consommer. Exactement. Donc tout ça a une importance. Et l'importance est plus ou moins drastique en fonction des sports, j'imagine. C'est ça, exactement. Il faut arriver à jongler avec tout ça. Également, apprendre le bien-être du sportif aussi, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, le bien-être du sportif? Alors, le bien-être du sportif, c'est vraiment, on va dire... le sportif, avec quelle alimentation, en fait, il se sent bien. Parce que ça, c'est vraiment un point d'honneur. L'idée, c'est qu'ils ne se sentent pas frustrés totalement avec l'alimentation en place. Déjà, dans un premier temps, parce qu'il n'arrivera pas à tenir cette nutrition sur le long terme. Et puis, voilà, que ce soit pour lui quand même facile à tenir et que ça reste un peu plaisir. Parce que d'un côté, il a quand même un sacré volume d'entraînement. Donc, si il a un cadre ultra carré côté nutrition, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, je prends aussi vraiment cet élément en compte. Mais est-ce que tu es confronté, au contraire, à des sportifs qui veulent de la frustration dans leur programme diététique et qui sont tellement, portés sur la performance qu'ils imaginent, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'il faut se sacrifier sur absolument tous les aspects de sa vie, que ce soit sur la diète, sur l'entraînement, sur la vie sociale, etc. Oui, complètement. J'ai beaucoup de sportifs et puis même d'autres patients. Quelle que soit la pratique sportive? Voilà, quelle que soit la pratique, qui sont un peu dans ce processus de tout blanc, tout noir, on va dire. Soit ils font les choses à 300%, soit, du coup, il lâche un peu le... Et je suis un peu comme ça, je t'avoue. c'est aussi pour ça que je pose cette question. C'est pas toujours évident, côté nutrition. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'est vraiment... Et puis, mon approche, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre l'équilibre alimentaire pour justement couvrir tous les besoins, on le disait, au niveau énergétique, macro, micronutritionnel, et à côté, avoir ce petit aspect plaisir finalement qui va faire que le sportif va aussi durer dans le temps finalement et puis va pouvoir avoir cette diététique, cette nutrition sur le long terme sans aucune frustration et en gardant un max de plaisir. Ah mais ça c'est l'objectif ultime en fin de compte, qu'on puisse se sentir bien avec son plan diététique et que ça devienne un automatisme en fait, j'imagine. Complètement, que ça devienne au maximum naturel et comme je le disais finalement de pouvoir durer dans le temps aussi. Ça, en fait, tu apprends aux gens à ne plus avoir besoin de toi. Exactement. C'est ça. Moi, ils viennent me voir, mieux j'ai réussi mon job finalement. À partir du moment où ils ont tous les éléments, ils se gèrent seuls. C'est pari réussi. Ouais, c'est une grande satisfaction. Complètement. Pour être plus spécifique sur la pratique sportive, il me semble que la course à pied, c'est l'activité physique la plus pratiquée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que maintenant, en plus, depuis le Covid, ça a pris un sacré essor. Je m'y suis mis aussi, il y a quelques années, tu vois. Je continue de manière très régulière et je prends cet exemple parce que la course à pied, c'est quelque chose de très accessible. Mais j'imagine qu'en termes de diététique, c'est encore un peu pas mal compris parce que ceux qui pratiquent ça depuis longtemps connaissent bien l'importance de l'hydratation, de certains micronutriments et puis de l'apport en glucides et l'apport en énergie de manière générale. Mais quels sont les points les plus importants à respecter lorsqu'on fait de la course à pied? Par exemple, je suis un pratiquant amateur qui fait 3 footings par semaine, 2 à 3 footings par semaine, et je ne sais pas comment m'alimenter. Je sais que mes entraînements provoquent une dépense énergétique, mais je ne sais pas s'il faut manger des pâtes, s'il faut manger du blanc de poulet, s'il faut prendre des compléments, s'il faut boire 4 litres d'eau pendant ma séance, après ma séance ou avant ma séance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la course à pied ?
Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points sur lesquels rebondir par rapport à cette question. J'ai tout lancé d'un coup, j'avoue. Voilà, on aurait pu structurer un peu. On va essayer de faire un petit peu de tri là-dedans. Alors, déjà, forcément, comme je disais précédemment, on a une dépense énergétique qui est plus importante. Donc, déjà, la première chose, c'est de venir compenser cette dépense énergétique en augmentant ses apports énergétiques. Donc, forcément, on va consommer plus de calories pour optimiser les performances, se sentir bien pendant l'effort, préparer la récupération qui va suivre et puis après optimiser aussi cette récupération pour pouvoir réenchaîner le lendemain éventuellement sur une autre séance ou sur le lendemain. Donc ça va être le point, je dirais, le plus important, vraiment de trouver l'équilibre au niveau des apports et des dépenses énergétiques. Donc ne pas avoir peur de manger un peu plus. Un peu plus, exactement. Et c'est parfois ce qui bloque aussi. Oui. Parfois, je l'ai souvent vu, des personnes qui démarrent la course à pied, c'est souvent dans un objectif de perte de poids. Donc en fait, ils se disent, j'ai dépensé plus, je vais éviter de manger plus pour justement qu'il y ait un déficit calorique qui se mette en place. Sauf qu'à terme, ou plus ou moins long terme, il y a une grosse fatigue qui se crée. Simplement avec des risques de douleur, de blessures, une baisse de l'immunité. Ça a des impacts sur les performances où du coup, au début, ça va, ils courent facilement et puis après, ils ont vraiment du mal à mettre suffisamment d'intensité, à enchaîner finalement les séances. Donc là-dessus, il va falloir... on peut quand même garder un déficit calorique dans un objectif de perte de poids, mais trouver encore une fois le juste équilibre pour pas que ça ait des répercussions impacts, négatives. Voilà, des impacts sur... C'est vrai qu'on pourrait être tenté au début, sur les premières semaines, tout se passe bien, on a l'impression de bien récupérer, d'être en déficit calorique, on commence à voir les résultats sur le tour de taille ou sur le poids. Ça motive, mais effectivement, sur le long terme, ça peut toujours être un petit peu compliqué. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut vraiment arriver à se projeter un petit peu et se dire, est-ce qu'avec ce que je mets en place actuellement, je vais pouvoir tenir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, etc. Si la réponse est non, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Quelques petits réglages à faire. Voilà, exactement. Ok, ça c'est l'apport calorique. Voilà, l'apport énergétique, donc il faut arriver à adapter. Autre point, c'est l'apport glucidique qui va être vraiment prédominant dans, en tout cas, les sports d'endurance comme la course à pied. On ne se rend pas compte, mais l'apport glucidique doit représenter, je dirais, au minimum 50% des apports journaliers. Exactement. Donc, ça fait là, tu parles spécifiquement lorsqu'on fait de la course à pied ou potentiellement pour tous les sports? Alors, ça peut être pour tous les sports, même les personnes, on va dire, qui ne font pas forcément une grosse pratique sportive. L'apport glucidique va être pour les moins sportifs, à peu près 40% des apports. Et après, pour les sportifs, si je prends un peu tous les sports confondus, une moyenne, ça va être 50-55%. Et puis après, chez les sportifs d'endurance, selon le volume d'entraînement, on va parfois augmenter jusqu'à 60-65%. Donc ça représente quand même une grosse partie de la composition de l'assiette, cet apport en glucides. Et ça, effectivement, parfois, c'est vraiment sous-représenté. Parfois, il n'y en a pas après les entraînements. Parfois, il y a la mise en place, de jeûne intermittent, par exemple, où du coup, ça en enlève sur une bonne partie de la journée. Et du coup, on n'arrive pas à compenser les besoins au niveau des glucides. En plus de ça, les glucides ont un peu mauvaise réputation. Ah, totalement. Dans la population générale, mais peut-être même chez les sportifs. Oui. Les glucides, pour beaucoup, c'est égal à prise de poids finalement, alors que loin de là, si on respecte ses besoins, les glucides, c'est vraiment le carburant numéro 1. On ne peut pas fonctionner sans ça. Ça va avoir aussi des répercussions sur l'assimilation des protéines, sur la sécrétion de certaines hormones. Alors, je fais un parallèle un peu court, mais pour la sécrétion de la mélatonine le soir, ça va avoir une répercussion dessus. Je fais bien de manger mes glucides le soir. Alors. Voilà, exactement. Un meilleur sommeil. Et puis le fait de ne pas se réveiller avec une fringale la nuit parce qu'on a fait un entraînement un peu intense en fin de journée. Que du coup, on s'est limité ou privé de glucides sur le dîner. Donc ça a vraiment une grosse importance. Et ces glucides, ils ont encore la vie dure. Tu sais, on entend souvent qu'il n'y a pas de glucides essentiels, au contraire des acides aminés essentiels et des acides gras essentiels. Alors que lorsqu'on fait du sport,
ils deviennent presque essentiels en fin de compte pour optimiser la récupération et les performances. Complètement. Les glucides, vraiment, je vais encourager toutes les personnes, tous les sportifs à les avoir à chaque repas. Il y a des moments où ça va être encore plus important avant un entraînement. Après, bon, il faut peut-être qu'on rebondira sur ça un peu plus tard, mais voilà, avoir le bon timing au niveau de la prise alimentaire. Mais en tout cas, avant les entraînements, ça va avoir une importance pour justement avoir des stocks en glycogène, en énergie suffisamment remplis pour arriver à performer entre guillemets au moment de l'effort. Et puis post-effort, ça va aussi avoir un gros intérêt sur justement la resynthèse de ces réserves en glycogène au niveau musculaire, au niveau du foie, au niveau hépatique. Donc vraiment, c'est ultra c'est primordial. Il ne faut pas attendre d'en manquer pour en consommer, quoi. Exactement. Tout à fait. Et on est comment sur les autres macronutriments? Est-ce qu'il y a autant d'importance à y porter? Je parle toujours de la pratique de la course à pied. Sur la partie course à pied. Alors, dans les sports d'endurance comme la course à pied, on mettra un petit peu moins l'accent. Alors, j'y vais à tâtons sur cette phrase-là. Un petit peu moins d'importance sur la partie protéines par rapport à d'autres sports, comme par exemple les sports de force, où là, on a sans cesse une grosse contrainte musculaire. Sur les sports de force, on va avoir à peu près un besoin entre 1,8 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour des sports d'endurance, si on se maintient à 1,6, maximum 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, on est plutôt pas mal. On a moins ce besoin de resynthèse musculaire. Avec cet apport-là en protéines, en général, on peut limiter le catabolisme musculaire après les séances. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu avoir un apport un petit peu moins haut. Sur la partie lipides, là, peu importe qu'on fasse, peu importe le sport pratiqué, course à pied, sport artistique, sport de force, là, les besoins doivent rester équivalents et on fera d'autant plus attention chez les femmes en particulier, surtout celles qui, en général, font attention à leur poids, qui, en général, ont un peu tendance à enlever complètement cette partie des lipides. Mais qui supprimer complètement Enfin, en tout cas, réduire vraiment beaucoup. Modérer vraiment de façon très importante, on va dire, pour la sécrétion hormonale, pour justement garder des cycles, sachant que parfois, dans la pratique de la course à pied, le taux de masse grasse descend quand même de façon assez importante. Donc, chez les femmes et puis même chez hommes-femmes, dans la partie course à pied, on fera attention quand même d'avoir suffisamment de lipides consommés. Et quand tu dis suffisamment, on a des fourchettes à respecter, comme pour la protéine, ou non, c'est un peu plus variable en fonction des individus? Ça va être un petit peu plus variable. Après, je dirais, si on prend un pourcentage par rapport aux apports journaliers, on va être autour des 30-35 grammes à peu près, 30-35%. Si on prend ça en grammes par kilo de poids de corps, on sera entre 0,8 et puis on peut facilement monter à 1,2-1,5 grammes par kilo de poids de corps chez les femmes. D'accord. Ok, c'est assez clair. Et quand on fait de la course à pied, potentiellement, on ne va pas courir tous les jours. Oui. Ça dépend pour qui, mais peut-être qu'on a 2, 3, 4 entraînements dans la semaine. Est-ce que son apport énergétique et en macronutriments doit-il être le même sur tous les jours de la semaine? Ou est-ce qu'on doit forcer un peu plus sur les glucides les jours d'entraînement? Est-ce qu'on ne se casse pas la tête et on consomme la même quantité de protéines tous les jours? Est-ce qu'on doit faire preuve de spécificité sur ces jours d'entraînement? D'adaptation. Alors ça, je dirais que c'est encore un peu en débat d'une personne à l'autre, d'un diététicien du sport à l'autre. Les études, il n'y en a pas beaucoup là-dessus, malheureusement, des études scientifiques. Moi, je suis plutôt partisane pour laisser les mêmes apports d'un jour à l'autre, que ce soit un jour d'entraînement ou un jour sans entraînement, simplement parce qu'on va optimiser vraiment la récupération sur les jours de repos, sans entraînement. Donc en fait, si on prive le corps d'un apport énergétique sur ces jours-là, c'est vrai que la récupération peut être un petit peu plus longue, un peu plus difficile. Donc je suis plutôt partisane d'avoir vraiment de moins se prendre la tête et finalement d'adapter sa nutrition, de garder
les mêmes apports d'un jour à l'autre. À la limite, ce qui peut différer, ça va être surtout la sensation de faim. Ouais. Qui va un petit peu s'adapter naturellement. Donc, c'est vrai que voilà, les jours de repos, on a moins faim, et ben, on va manger à la limite un petit peu moins. Mais globalement, voilà, si un sportif a faim de la même façon tous les jours, qui garde vraiment les mêmes apports d'un jour à l'autre. Et parfois, d'ailleurs, c'est ce qui se passe le plus régulièrement, c'est que les sportifs, alors je reprends la course à pied par exemple, les sportifs n'ont pas une faim énorme les jours d'entraînement, c'est plutôt le lendemain, une fois que la sécrétion hormonale est revenue un petit peu se fait finalement, comment dire, est relancée de façon normale, entre guillemets. Là, ça creuse. Ou voilà, effectivement, il a bien tapé dans les stocks la veille avec son entraînement. Il y a eu certaines adaptations au niveau de la sécrétion hormonale qui ont fait qu'il avait peut-être moins faim autour de l'entraînement, il a moins mangé et finalement ça va être une répercussion sur le lendemain où il va vraiment avoir du mal à calmer cette sensation de faim. Mais pour le coup, il faut la satisfaire, cette sensation. Il faut la satisfaire. Donc en fin de compte, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple niveau organisation de toujours avoir le même apport calorique, le même apport énergétique. C'est souvent effectivement plus simple au niveau de la gestion de ne pas se dire bon là alors j'ai entraînement, il va falloir que je rajoute tant de quantité dans mon assiette, alors que voilà, un sportif finalement qui arrive à avoir un poids stable, je dirais qu'il ne faut pas qu'il se prenne trop la tête, il faut simplement qu'il écoute ses sensations, qu'il s'adapte en fonction de ses besoins, qu'il ait de tout dans son assiette, mais par contre qu'il ne s'embête pas trop entre jours de repos, jours d'entraînement. Et pour parler de timing des nutriments, est-ce que ça a plus d'importance lorsqu'on fait du sport et lorsqu'on fait un sport d'endurance? Est-ce qu'il y a des recommandations à observer? Par exemple, s'assurer de manger quelque chose avant de s'entraîner, pendant l'entraînement, après l'entraînement. Comment on peut s'en sortir là-dessus? Alors effectivement, l'effort induit quand même pas mal de pertes au niveau micronutriments. Je pense au sodium, magnésium, potassium, les vitamines du groupe B, vitamines du groupe C. Ça, on en perd énormément via la thermorégulation, donc la transpiration finalement, avec les impacts aussi. Si on reprend spécifiquement la course à pied, il y a beaucoup d'impacts. Je prends par exemple au niveau des micronutriments le fer, il sera beaucoup plus malmené, on va dire. À cause des impacts? À cause des impacts. Ah ouais, okay. En fait, la structure des globules rouges ne va pas forcément bien résister aux impacts, ce qui va faire qu'on va perdre énormément de fer via justement cette contrainte mécanique liée aux impacts. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment faire attention à tous ces apports. Alors le fer de façon globale dans son alimentation, mais il y a des choses, effectivement, comme je le disais, le sodium, le magnésium, les vitamines C, B, ça on va vraiment faire attention d'avoir un apport qui soit optimisé autour de l'entraînement et pendant l'entraînement avec justement l'ajout de boissons d'effort, d'électrolytes, de ravitaillement, etc. pour arriver à garder un juste équilibre. Ouais, alors pour le sodium et le magnésium, j'étais au courant, mais vitamine C, vitamine B et fer, je n'étais pas au courant. Est-ce que tu connais la quantité qui est excrétée pendant un entraînement ou non? C'est difficile à estimer. C'est difficile à estimer. Parce que pour le sodium, on le sait un peu plus déjà, il me semble. Oui, pour le sodium, alors au niveau des besoins, sur une heure d'effort, on va avoir entre 0,7 à 1,5 g de sel apporté. À apporter en tout cas pour compenser. Ça va vraiment dépendre aussi des sportifs. De la température aussi peut-être. Voilà. La chaleur, la personne, si elle va transpirer plus ou moins, avoir donc une grosse thermorégulation ou pas. Du moment de la journée de l'entraînement aussi, c'est vrai que du coup, on peut avoir des réserves qui sont un petit peu plus hautes à certains moments de l'entraînement. Après, pour tout ce qui est vitamines, c'est quand même compliqué effectivement d'avoir une estimation. Et ça, tu le prends en compte du coup dans le plan diététique du sportif avec le reste des aliments, j'imagine, qui vont essayer de couvrir
tous ces besoins-là. Oui, complètement. Ça, j'essaye d'équilibrer sur l'alimentation du quotidien et également d'équilibrer sur la nutrition qu'on va mettre en place pendant l'effort, vraiment spécifiquement sur les entraînements ou les courses officielles. Et au-delà alors des micronutriments pendant l'effort, est-ce que les macronutriments doivent être aussi consommés avant, pendant et ou après l'effort? Oui, complètement. Comme je disais, pour l'aspect apport d'énergie, limiter le catabolisme musculaire, lutter contre tout ce qui va être déchets métaboliques, les radicaux libres, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va avoir quand même besoin de bien gérer ces apports en macronutriments. Donc autour de l'entraînement, ce qui va être très important, ça va être l'apport en glucides, on en a parlé avant, avoir quand même un petit peu d'apport protéique, surtout après entraînement, pour justement limiter le catabolisme musculaire et puis refaire ces stocks au niveau musculaire. Et après, pendant l'effort, je dirais que ça va vraiment dépendre de la durée et de l'intensité de l'effort. On ne mettra pas la même chose en place pour une personne qui va aller courir 45 minutes, 1 heure en endurance fondamentale. Là, je dirais que une bonne hydratation va pouvoir suffire. Pour une personne, pour un sportif qui va partir soit sur une séance fractionnée, soit sur une sortie longue, plus d'1h15, 1h30, là, oui, il va falloir commencer à apporter des macronutriments, en particulier des glucides pendant son effort, pour ne pas perdre en énergie. D'accord, c'est ce qu'on voit faire les marathoniens en fait, qui ont soit des gels, soit des compotes des fois, soit des trucs comme ça pendant leur effort. Exactement, tout à fait. Donc ça demande déjà pas mal d'entraînement, un entraînement intestinal. Ah oui, ok. Voilà. Tu veux dire pour supporter la nourriture pendant un effort, c'est ça? Exactement. Le système digestif manque d'oxygène pendant l'effort. L'oxygène est apporté ailleurs, exactement. Donc c'est ce qu'on appelle l'ischémie, manque d'oxygène au niveau intestinal. Donc forcément, il va moins travailler, la vidange gastrique va être impactée, moins facile à mettre en place. Donc c'est pour ça vraiment que pendant les entraînements, on doit s'entraîner au niveau performance et au niveau nutrition aussi, pour pouvoir bien tolérer l'apport nutritionnel pendant les courses officielles. Parce qu'il peut y avoir des problèmes même avec des glucides sous forme liquide. Oui. Ça peut provoquer des inconforts digestifs. Des inconforts, des troubles digestifs, que ce soit ce qu'on appelle les troubles digestifs hauts, donc par exemple les reflux gastriques, les vomissements, ou les troubles digestifs bas, donc plutôt effectivement les diarrhées, etc. L'apport en glucides, alors il va vraiment différer d'un individu à l'autre et selon l'entraînement intestinal qu'on a pu mettre en place. Moi, je conseille au minimum d'avoir 40 grammes de glucides par heure. Donc, mine de rien, pour y arriver, on va avoir une boisson d'effort et puis une compote, par exemple, pour donner une petite idée sur ce que représente 40 à 50 grammes de glucides. Et puis après, on peut augmenter, selon les individus et le temps d'effort, jusqu'à 90 grammes, 100 grammes. Il y en a même qui montent à 120 grammes de glucides par heure. Par heure ? Voilà. Là, il faut un sacré entraînement. Faut un sacré entraînement physique et un sacré entraînement digestif aussi. Exactement, oui. Là, effectivement, j'étais plutôt sur l'entraînement digestif. Donc, oui, c'est vrai que du coup, il va falloir une sacrée méthodologie et puis s'être beaucoup entraîné à la prise des ravitaillements et trouver en fait les ravitaillements qui conviennent. Exactement. Et comment tu fais? C'est juste... tu testes et tu vois ce que ça donne, ou alors y a des recommandations et des choses qui passent un peu mieux que d'autres? Alors, il y a la composition des ravitaillements dont on va tenir compte, l'apport en différents sucres, donc fructose, glucose. Il y a des maximums, on va dire, à ne pas dépasser. Après, c'est vraiment un risque de troubles digestifs si on dépasse ces doses. Donc, vraiment d'avoir un bon équilibre entre ces différentes molécules. Et après, de tester. Exactement. Donc, on commence avec des choses plutôt liquides qui seront en général très faciles à prendre, donc des boissons d'effort, parce que les gens qui ont l'habitude déjà de s'hydrater,
pour passer sur une boisson d'effort, oui, on rajoute un petit goût sucré, salé, mais c'est pas, en général, c'est pas trop dérangeant. Puis après, on teste avec du semi-liquide, compote, gel. Il y en a qui supportent pas du tout les gels parce que trop écœurant. Après, maintenant, il y a quand même des marques qui font des choses goût neutre, donc qui passent beaucoup plus facilement. Il peut y avoir un peu cette texture qui reste un peu problématique, mais qui est problématique. J'ai testé une fois dans ma vie et c'était une très mauvaise expérience. Voilà, les gels ne conviennent pas effectivement à tout le monde. Et puis après, on va aussi faire attention au type d'effort. Je prends par exemple le trail, où du coup on a beaucoup de fluctuations au niveau des allures, donc parfois c'est plus simple pour s'alimenter parce qu'il y a des moments où on va parfois marcher et du coup on aura une mastication qui sera plus simple, donc on pourra se permettre d'apporter aussi des barres un petit peu molles, par exemple, des pâtes de fruits. Puis parfois, il y a des sportifs qui apprécient vraiment ça. C'est un peu le côté plaisir aussi, réconfort pendant la course. A contrario, des marathoniens, par exemple, où là, l'allure diffère très peu, où du coup, les impacts sont en général beaucoup plus importants. Donc là, on restera principalement sur du liquide, semi-liquide, pour pas qu'il y ait cet effort de mastication à faire ou un risque plus important de troubles digestifs. J'avoue, parce qu'en plein marathon, quand tu es essoufflé, devoir manger une barre ou quelque chose comme ça, c'est pas l'idéal. Exactement. Ok, donc tester au maximum, quoi. Tester au max, exactement. Et en termes de quantité, on commence vraiment tout doucement avant d'éventuellement augmenter petit à petit. Complètement. On va vraiment augmenter 10 grammes par 10 grammes au niveau des glucides, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, pas d'un entraînement à l'autre. Vraiment, on va tester 40 grammes sur 2-3 sorties longues. Après, on augmente à 50 grammes, 2-3 sorties longues. C'est pour ça aussi qu'il faut s'y prendre bien en amont, avant la course, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, j'ai des sportifs qui viennent me voir en consultation en me disant j'ai une course de 50 km dans 2 semaines, qu'est-ce que je mange alors du coup on va rester sur ce que tu as l'habitude de consommer parce que là si on rajoute des choses que tu as jamais testées, il y a toutes les chances que ça ne te convienne pas en fait. Donc, c'est comme mettre des baskets toutes neuves pour un marathon, quoi. Exactement, c'est un peu la mauvaise idée. Donc sur la nutrition, c'est exactement la même chose. Et tu parlais de la quantité de 40 grammes de glucides par heure. Oui. Ça veut dire que si je fais une course d'1 heure, il n'y a rien besoin de prendre. Oui. Je prends ces 40 grammes éventuellement à la fin de la course. Exactement. Voilà. Pour venir optimiser la récupération, on peut vraiment apporter des glucides plutôt à IGO tout de suite après la sortie pour venir resynthétiser les stocks d'énergie et justement que la récupération soit pas trop compliquée derrière. Donc je dirais que pour les efforts de 1 heure, 1h30 maximum, il n'y a pas forcément besoin d'apporter de glucides pendant l'effort, simplement une bonne hydratation, j'insiste là-dessus, parce que c'est souvent une erreur aussi que je retrouve beaucoup en consultation, le manque d'hydratation. Donc une bonne hydratation peut suffire. Après, quand on part pour 1h30 ou plus d'efforts, là vraiment penser à commencer à apporter des glucides qu'on peut commencer à apporter à partir de 45 minutes, 1 heure d'effort. Avant, si on a pris une collation, son petit déjeuner, un repas, on ne va pas avoir épuisé les stocks de glycogène tout de suite. Mais en tout cas, commencer à anticiper un petit peu la suite de l'effort. Ok, c'est très clair. Et dans une logique de performance, j'allais dire, mais oui, je vais utiliser ce terme, est-ce que courir à jeun, du coup, c'est une mauvaise idée ? Alors, ça, je le vois beaucoup. Je le fais tout le temps. Ouais, c'est vrai. Je le fais tout le temps. Et sur quel temps toutes les intensités, toutes les durées. Ouais, ok. Ouais. Durée max de combien de durée max, non, le max, c'est 20 km. D'accord, oui, ça donc 2 heures à peu près. On est à peu près déjà sur 1h30, 2 heures. Alors, je dirais que le corps pourra le supporter dans tous les cas. Après, c'est pas forcément, on va dire, la bonne chose à faire pour les sensations pendant l'effort, pour les performances et puis pour la récupération qui va suivre, qui risque d'être un petit peu plus longue et un peu plus difficile encore une fois. Jusqu'à 1 heure, comme je disais, 1 heure, 1h30 maximum. Avec endurance fondamentale. En endurance fondamentale, ça ne posera pas spécifiquement de problème. Si les gens sont
habitués mieux comme ça, et puis qu'après ils viennent apporter un bon petit déjeuner pour justement compenser la perte d'énergie et puis les besoins en macronutriments, ça ira. Si effectivement on est soit sur des séances à haute intensité, des séances de qualité fractionnées par exemple, soit des sorties longues. Donc dans ton cas par exemple, les 20 km, là je vais vraiment conseiller de plutôt soit anticiper, prendre un petit déjeuner avant, mais il faut avoir suffisamment de temps parce que je vais le recommander à peu près 2 heures minimum. C'est souvent ça le problème. Voilà, c'est le problème. Soit, autre solution, c'est de prendre une petite collation dans la demi-heure qui va précéder le début de l'effort et puis de s'alimenter assez rapidement après le démarrage. Soit, autre solution, si même la collation ne passe pas, c'est de bien s'alimenter pendant le temps d'effort. Encore une fois, si on part sur des séances à haute intensité ou bien sûr. sortie longue. Donc ça vaut quand même le coup de tester, de s'alimenter, même si on a l'habitude de faire ces entraînements à jeun, en tout cas pour ce genre de séance. Complètement. Complètement. Je note. J'essaierai. Mais je t'avoue que d'un point de vue digestif, moi, ça a toujours été pas un problème, mais j'aime bien m'entraîner le ventre vide, en fait, que ce soit en musculation ou en course à pied. Et je me sens plus léger, je vais utiliser ce terme-là. Donc, j'ai jamais testé de consommer quelque chose avant mes entraînements de course à pied, quelle que soit la distance. Et je t'avoue que la seule chose que je faisais, c'est de prendre de l'eau avec des électrolytes. Et c'est tout. Ouais, alors les électrolytes, ça va être une bonne idée si effectivement on est sur un temps d'effort de moins d'1h30 ou justement, et puis encore plus s'il fait chaud et du coup la transpiration sera encore plus importante. Donc là, au niveau des électrolytes, on va apporter simplement tout ce qui est minéraux et vitamines. Il n'y aura pas d'apport d'énergie dedans. Donc ça peut être effectivement déjà une bonne idée pour limiter la déshydratation et la perte de certains minéraux et vitamines. Après, par contre, effectivement, pour l'apport d'énergie, ça va être quand même intéressant d'avoir soit une petite collation, soit quelque chose pendant. Il y a des sportifs qui ont toujours eu cette habitude, qui ne se rendent pas compte que finalement, ils ont des meilleures sensations en apportant quelque chose. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'avoir un énorme petit déjeuner pris une demi-heure avant, mais parfois, simplement une compote d'effort pris 15-20 minutes avant le départ, ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, exactement. Pour la course à pied, on a dit pas mal de choses. Ouais. Maintenant, pour les sports de force. Les sports de force, oui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé des sports artistiques. Oui. Qu'est-ce que tu entendais par là ? Alors, dedans, on va mettre tout ce qui est... je vais donner des exemples. Le patinage, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, tout ce qui va être finalement plutôt artistique. Ouais, c'est compliqué de les mettre du coup soit dans le renforcement, soit dans l'endurance parce que c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment des types d'entraînement qui vont être différents, des types d'efforts différents aussi. Souvent, c'est des efforts très courts, mais très intenses. Donc finalement, les modulations alimentaires sont encore différentes. Et puis souvent, il y a quand même... beaucoup de peur au niveau alimentaire. En tout cas, moi, les personnes que je rencontre qui font des sports artistiques, c'est souvent pour des prises en charge, malheureusement, de troubles du comportement alimentaire avec la peur de manger justement des glucides, de manger trop de protéines, parce que y a cette importance liée justement au physique. Au physique, complètement. Donc c'est beaucoup un travail d'éducation aussi pour l'instant, j'imagine. Complètement. Et pour les sports de force alors ? Oui. On a pris l'exemple de quelqu'un qui faisait de la course à pied plusieurs fois par semaine. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait de la musculation ou un sport de force comme, crossfit, force athlétique ou musculation un peu plus traditionnelle. Plusieurs fois par semaine, disons 3, 4 ou même 5 fois. Est-ce qu'on va avoir une différence par rapport au sport d'endurance ? Et si oui, à quel niveau ? Alors, sur les sports de force, déjà, il va y avoir une différence au niveau des macronutriments apportés. Là, comme je disais, on va mettre un petit peu plus l'accent quand même au niveau
protéines, simplement parce qu'on a beaucoup plus de contraintes musculaires liées aux charges qu'on va porter, un besoin de cicatrisation au niveau musculaire aussi plus important. Donc c'est pour ça que là, on va pouvoir monter souvent autour des 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Encore une fois, tout va dépendre de l'objectif. Si on est sur un maintien musculaire, on n'aura pas besoin d'autant. Si on est par contre sur une période de prise de masse musculaire, là oui, effectivement, on va vraiment mettre l'accent au niveau protéines. Et du coup, parallèlement à ça, on va descendre un petit peu l'apport en glucides. Les lipides resteront grosso modo sur les mêmes quantités à apporter. C'est vraiment, on va dire, la répartition glucides-protéines qui va changer pour ce type de sport-là. Parce que c'est un sport moins énergivore ou c'est juste que le substrat énergétique principal, c'est peut-être pas les glucides. Qu'est-ce qui explique que sur des sports de force, on ait moins besoin de glucides? L'effort est souvent un petit peu moins long. Je parle vraiment au global. C'est vrai que sur des séances de force, on a souvent un temps, un entraînement qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Parallèlement au sport d'endurance souvent 1 heure, c'est vraiment le minimum. Et puis, on peut facilement aller sur du 2 heures, voire plus au niveau de l'entraînement. Après, au moment de l'entraînement, c'est aussi un petit peu moins énergétique. Encore une fois, j'y vais à tâtons là-dessus parce qu'il y a des disciplines quand même qui demandent énormément d'énergie. Mais effectivement, au niveau substrat énergétique, en général, on épuise moins les réserves en glycogène dans un sport de force que dans un sport d'endurance. C'est vrai qu'en plus, dans les sports de force, il y a plusieurs catégories différentes. Complètement. Un entraînement de force athlétique où on récupère 3 minutes entre 2 séries et du crossfit où on enchaîne plein d'exercices sur un WOD. C'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit, donc c'est difficile de savoir sur quel pied danser. Exactement, tout à fait. J'ai aucun mal quand même sur des personnes, des sportifs qui pratiquent le crossfit, par exemple, à recommander de prendre une boisson d'effort pendant l'entraînement. Ouais. Surtout, il y a différents entraînements au cœur du crossfit. On peut avoir la gym, on peut avoir l'haltéro, etc. Donc, selon le type d'entraînement du jour, la séance du jour, je ne vais pas avoir de mal à recommander justement la prise d'une boisson d'effort. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. L'entraînement à jeun, ça concerne aussi beaucoup. Je prends l'exemple des personnes qui font du crossfit. Il y en a beaucoup qui vont à 7 h du matin avant la journée de travail et qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner avant. La compote prise juste avant, des fois ça les brasse. Donc là, ça peut être justement un bon outil, un bon apport d'avoir cette boisson d'effort. Pour le coup, elle apportera principalement des glucides, mais il y aura quand même un apport d'énergie pendant l'entraînement. Et puis après, on va optimiser la partie protéines dans le petit déjeuner qui va suivre l'entraînement. Je reviens rapidement justement sur cet entraînement à jeun. Est-ce que le fait de consommer des glucides la veille au soir va avoir une incidence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sur l'entraînement tôt le matin à jeun? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux compenser le fait d'être à jeun par la consommation de plus de glucides la veille au soir? Pas avant de me coucher, mais sur le dernier repas de la journée, par exemple. On va compenser un petit peu parce que du coup, on va optimiser tout ce qui est réserve en glycogène, donc qui ne sont pas très très hautes. On a à peu près 400 à 500 grammes au niveau musculaire et puis autour des 100 grammes au niveau hépatique. Donc, c'est vite épuisé. C'est pour ça qu'en général, au bout d'1 heure, 1h30 d'effort, on a vidé les stocks, la majorité des stocks. Donc oui, effectivement, en apportant des glucides sur le repas de la veille, on va avoir des réserves qui sont pas mal. Par contre, du coup, avec le jeûne nocturne, ça va avoir déjà épuisé un petit peu, surtout au niveau hépatique, où là, en général, pour réguler la glycémie sur la partie de nuit, on va déjà avoir épuisé ces 100 grammes. Donc, il va éventuellement y avoir le reste au niveau musculaire, mais qui est peut-être pas au niveau suffisant. Complet. Voilà, suffisant, exactement. Okay. Bon, t'as vu, je cherche des techniques pour essayer de ne pas manger de petit-déj. Exactement. Mais je vais peut-être devoir y passer. Mais au moins tester pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça peut être une bonne idée. Et pour les sports de force, niveau micronutriments, est-ce qu'il y a une approche particulière à avoir? Parce que déjà, on transpire moins, en fonction du sport. Mais si c'est la musculation traditionnelle ou la force athlétique ou le powerlifting,
Là, déjà, la transpiration, c'est un peu le jour et la nuit. C'est ça. En fait, que ce soit dans les sports d'endurance ou dans les sports de force, la musculation, le powerlifting, etc., la transpiration, elle va te composer de la même façon. Donc, suivant la thermorégulation que chaque sportif a, il va falloir justement quand même compenser. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai aucun mal à recommander à des sportifs de force de prendre des électrolytes ou des boissons d'effort sur leur temps d'entraînement, et puis après d'avoir encore une fois une alimentation qui reste la plus complète possible et optimale autour de l'entraînement, que ce soit avant, après, pour compenser ces pertes qu'on a eues. Après, bien sûr, comme il n'y a pas le côté impact, il y a certains minéraux qu'on va perdre en moins grosse quantité qui seront moins impactés. Encore une fois, je prends l'exemple par rapport aux femmes, parce que c'est souvent chez elles qu'on retrouve le plus d'anémie, donc de manque de fer, des carences de fer. Chez les pratiquantes de crossfit ou de powerlifting, de musculation, on a souvent quand même moins cette problématique que dans des coureuses à pied ou traileuses, par exemple. Ouais, je comprends bien. Est-ce que, du coup, pour en revenir aux glucides, tu sais, les 40 grammes par heure que tu m'as dit pour les sports d'endurance, c'est valable pour les sports de force ou non? Pas du tout. Alors, on va quand même avoir une utilisation forcément énergétique. On va vider un petit peu les stocks, mais pas autant. Je dirais, voilà, pas autant. Et puis, si on a une alimentation qui reste suffisante à côté en termes d'apport glucidique, en général, ça permet largement de compenser. Donc, encore une fois, il n'y aura pas forcément besoin d'apporter des glucides, hormis si on sort d'une nuit de jeûne, il n'y aura pas forcément besoin d'apporter des glucides pendant le temps d'effort. Après, il y a des personnes qui ont souvent ce coup de barre quand même pendant l'entraînement. Et là, on cherche à optimiser, on va en apporter, bien sûr. Mais globalement, en général, on peut faire sans. On peut faire sans apport glucidique sur une séance de 1h, 1h30. À condition que le reste de la journée, on ait consommé assez de glucides, en fait. Exactement. Tout à fait. Ok. C'est vrai que c'est assez spécifique en termes d'alimentation en fonction des sports pratiqués. En fonction des sports. Est-ce qu'il y a des sports avec lesquels les recommandations sont vraiment totalement différentes, qui ne seraient pas de la course à pied, qui ne seraient pas de la musculation? Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de cas de figure qui sortent complètement des clous et où l'approche doit être très spécifique à la pratique? Je suis en train de réfléchir. J'ai beaucoup de... Vraiment, c'est ça que j'adore dans mon métier. C'est que c'est vrai que j'ai une prédominance en termes de sportifs pratiquant le triathlon, la course à pied, la musculation. Mais c'est vrai que j'ai accompagné un pilote automobile. Ah, génial. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà. Donc, les sports automobiles, j'ai eu la possibilité de toucher à ça. J'ai eu une personne qui faisait du tir à l'arc, donc c'est pareil, là on va vraiment plus chercher la concentration, la vigilance. Après, les sports artistiques, j'ai aussi eu pas mal de personnes là-dessus. Tout ce qui va être... j'ai un petit peu moins accompagné sur tout ce qui est sport de combat. Ça, je sais que c'est quand même très très spécifique en termes de modulation, on va dire, du poids de corps, avec des périodes qui sont avant les pesées, etc. Ça, je dirais que c'est assez spécifique. Mais globalement, en fait, on va avoir une répartition qui va être un petit peu différente en fonction des différents sports, mais qui soit totalement différente, non. J'ai pas en tête effectivement un sport qui demanderait une approche très spécifique. Différente. C'est vrai que ça doit être passionnant le lundi de t'adresser à quelqu'un qui fait de la course automobile, le vendredi quelqu'un qui fait du tir à l'arc. On est sur deux mondes qui sont très différents, mais ça doit être passionnant. Complètement. Et puis le sport automobile, j'imagine même pas la quantité de transpiration qui doit être excrétée pendant la séance. Là, exactement. Donc on va rester sur l'aspect vigilance, concentration, mais également l'hydratation qui va être
hyper importante. Bon, ils ont effectivement tout ce qu'il faut au niveau des voitures pour boire tout au long de la course. Et puis, ils ont des timings très spécifiques. À tel virage, je prends 2 gorgées d'eau, etc. Ah ouais, c'est aussi millimétré que ça. Complètement. Et là, effectivement, pareil, on compense avec des boissons qui contiennent des minéraux, des vitamines, pareil, pour qu'il n'y ait pas trop de pertes, ou en tout cas compenser au maximum pendant le temps d'effort. Mais ça me pousse en même temps à toujours chercher plus, lire toutes les études pour être alerte sur dans tous les sports et accompagner au mieux les sportifs. Mais c'est vrai que c'est pas facile de passer parfois de l'un à l'autre. Il faut arriver j'imagine, à s'adapter. Il y a des complètement. sports auxquels tu n'as jamais été confronté et tu aimerais être confronté, par exemple un footballeur professionnel ou un footballeur tout court d'ailleurs, quelqu'un qui ferait du basket, du handball, du bobsleigh, du ski, du surf. Est-ce qu'il y a un sport qui est dans un coin de ta tête et tu te dis ça serait cool quand même d'avoir un sportif qui fasse ce genre de pratique? On en parlait avec une collègue qui est diète du sport également, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est vrai que c'est des choses, forcément j'habite à Lyon, donc c'est pas ce qui est le plus courant. Tout ce qui est sport de voile, sport marin, on va dire, ça pareil, j'ai jamais été confrontée et je trouvais ça hyper intéressant. Et je sais que ma collègue va vraiment essayer de mettre l'accent un petit peu plus là-dessus, accompagner davantage de sportifs pros, d'athlètes qui font ces pratiques-là. Et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans la bonne région pour accompagner ce type de sportif. C'est vrai que faire de la voile sur le Rhône ou la Saône, c'est pas encore exactement. arrivé pour l'instant. Exactement. Pour en revenir à un sujet un petit peu plus populaire, quand je t'ai contacté, je t'ai envoyé un petit plan, tu sais, pour savoir quel sujet on pourrait aborder. Et je t'ai parlé du sucre. Oui. Et j'ai pas parlé des glucides, j'ai vraiment parlé du sucre. Parce que le sucre, c'est un peu un mot, c'est un mot qui est diabolisé. À tort ou à raison, je sais pas. Peut-être que tu pourras nous donner ton avis. Mais on n'a pas trop envie d'entendre parler du sucre. On a l'impression que c'est la pire des drogues, que niveau addiction, c'est plus exagéré que la cocaïne. Mais pourtant, les sportifs consomment du sucre depuis toujours, je pense. Et j'imagine qu'ils ne sont pas prêts d'arrêter. Est-ce que le sucre est bénéfique? Est-ce qu'il doit être supprimé ou est-ce que sa consommation doit être contrôlée lorsqu'on fait du sport? Donc là, c'est vraiment le sucre blanc, on va dire. Alors ouais, c'est vrai que pour préciser, ce serait les formes les plus simples ce serait du glucose en fait, tu vois. Ouais, ok, donc plutôt glucides simples, voilà, assimilation rapide, on va dire. On parle pas de pommes de terre voilà, ou donc de pas riz. tout ce qui va être féculent, glucides complexes, etc. Alors, il a la vie dure, ce sucre, c'est pas simple. Moi, je ne le fais absolument jamais supprimer de l'alimentation. Je considère vraiment qu'il ne faut absolument pas le diaboliser parce que, encore une fois, il y a cet aspect plaisir qui va être ultra important dans l'alimentation. Alors, bien sûr, on va essayer de le contrôler, de le modérer, son apport. On n'est pas... il ne faut pas consommer du sucre non plus en excès et puis tout au long de la journée. Il y a des bons timings, des timings préférentiels à respecter. Mais en tout cas, surtout ne pas se priver totalement, surtout si ça fait partie de ces petits plaisirs au niveau alimentaire. Je dirais qu'il est d'ailleurs beaucoup moins diabolisé chez les sportifs professionnels qui savent que ça fait partie de leur carburant, de leur équilibre, plutôt que chez les sportifs amateurs qui vraiment voient un gros élément qui va leur faire prendre du poids et encore une fois c'est soit tout blanc, soit tout noir, soit je l'enlève complètement, soit sinon je fais pas attention et par contre là il y a vraiment des excès qui peuvent être faits. Qui sont problématiques, exactement. Est-ce que physiologiquement ça a quand même un intérêt de consommer du sucre rapide? Par exemple, je finis mon run de la journée, c'était une séance difficile, intense. J'ai envie de manger des toasts, du pain grillé avec de la confiture. Mais je me dis, attends, c'est du sucre, peut-être que je devrais plutôt me diriger vers des flocons d'avoine ou je sais pas, des pommes de terre qui ont un IGO peut-être, donc c'est pas un bon exemple.
Mais tu vois un petit peu le parallèle. Ouais, Est-ce que physiologiquement, c'est intéressant de manger du sucre ou alors c'est juste vraiment l'aspect plaisir et satisfaction personnelle? Il y a aussi les bénéfices. C'est exactement l'exemple que du coup j'allais prendre, ça tombe bien. Super. Sur le post-entraînement. En fait, il y a des études scientifiques qui ont vraiment montré que la resynthèse des réserves en glycogène était beaucoup plus longue. On est plutôt sur 24-48 heures par rapport à la resynthèse au niveau musculaire avec l'apport en protéines, etc. Donc, on va dire qu'on a plus de temps, cette fameuse fenêtre post-entraînement. Donc, on a beaucoup plus de temps pour consommer des protéines qui vont être bénéfiques à la récupération que du temps pour consommer des glucides, finalement. Donc, en fait, tout de suite après un entraînement, ça va être ultra intéressant, justement, d'avoir des glucides à assimilation rapide, donc avec un index glycémique haut, pour justement optimiser au maximum la récupération et puis resynthétiser les réserves énergétiques. Donc vraiment, je dirais que ça, c'est vraiment un bon timing pour consommer du sucre, des aliments. Alors, on essaye d'éviter tout ce qui est ultra transformé, bien sûr, pour avoir le côté qualitatif quand même. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci pour manger cette tartine avec cette confiture. Idéalement, si elle est faite maison, encore mieux. Mais du coup, oui, il n'y a aucun problème. Et ce sera plutôt bénéfique, justement, pour récupérer vite de l'énergie, limiter la fatigue et puis optimiser la récupération. C'est vrai que j'ai fait exprès de choisir confiture plus pain grillé. Et je n'ai pas dit bonbons ou des trucs très industrialisés qui, en fin de compte, n'apportent rien. Je dirais pas qu'ils n'apportent rien, mais c'est vrai que leur consommation devrait être, selon moi, limite supprimée parce que ça apporte pas grand-chose d'utile. En fait, effectivement, à part l'aspect plaisir, si on prend les bonbons, c'est vrai que du coup, on peut compenser largement avec d'autres choses beaucoup plus qualitatives. Donc, et tout aussi satisfaisantes, probablement. Et tout aussi satisfaisantes, exactement. Après, il y a plein de sportifs pros qui ont besoin de leur petit sachet de bonbons le jour avant la course officielle. Et puis même pendant l'effort, il y en a qui... il n'y a plus que ça qui passe, des bonbons. Donc, j'ai envie de dire, oui, il vaut mieux continuer à s'alimenter sur la fin de la course en prenant des bonbons plutôt que plus rien. Et là, risquer les troubles digestifs et finalement de pas terminer son effort parce que on s'est pas alimenté suffisamment. Donc aussi bien post-entraînement et puis au moment de l'effort, le sucre va avoir tout son intérêt complètement. Je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière où je regardais l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, et je voyais les sportifs boire du coca pendant les pauses. Oui. Ça m'a assez surpris parce que je me suis dit, est-ce que c'est du coca est-ce que c'est gazeux? Est-ce qu'ils l'ont laissé ouvert pour qu'il n'y ait plus de gaz? C'est du sucre, vraiment, c'est la plus pure forme de sucre. Oui, là. Complètement. Et ils consomment quand même ça pendant leurs pauses. Pendant l'effort. Ça vient compenser, on va dire, déjà, ça vient varier de la boisson d'effort pour laquelle, au bout d'un moment, il peut y avoir une petite lassitude qui se crée. Alors, si on peut avoir plusieurs boissons d'effort et puis varier entre les goûts, c'est déjà pas mal. Après, pour les sportifs, il y en a beaucoup pour qui c'est le côté réconfort quand ils arrivent sur les ravitaillements de prendre leur coca. Donc, encore une fois, oui, au niveau des sucres, on n'est peut-être pas optimal au niveau des formes, mais par contre, ça permet d'apporter des glucides. Ça fait le taf, quoi. Voilà, ça fait le taf. La seule chose, encore une fois, et ce que tu disais, c'était tout à fait ça, c'est le côté gazeux. Le côté gazeux, si on peut essayer de l'enlever un petit peu, alors souvent sur les tables de ravitaillement, il y a souvent les coca qui restent ouverts plusieurs heures. Plusieurs heures, c'est vite consommé, mais en tout cas un petit moment. Donc on perd un petit peu de bulle, mais c'est surtout en fait ce côté gazeux qui peut ne pas convenir à tout le monde au niveau digestif. C'est souvent ça le problème. Et sans parler des sportifs de haut niveau, pour monsieur et madame tout le monde, comment on peut contrôler sa consommation de sucre en dehors des moments où on fait du sport? Parce que c'est quand même compliqué de se dire... Attends, il y a Nassim et Amandine qui ont dit que le sucre, c'était OK après une séance de sport, si on fait un run, etc. Mais le reste du temps, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux en manger? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça va apporter quelque chose à ma récupération, à mes performances? Comment on fait pour trouver la bonne balance? Est-ce qu'il y a des moments où c'est vraiment non, on ne consomme pas de sucre?
Je dirais pas que on va éviter absolument de consommer du sucre à certains moments. Après, c'est vrai que moi, je vais plutôt le conseiller à la fin d'un repas, par exemple, pour avoir justement un bon équilibre avec les autres apports en macronutriments, les protéines, les lipides qui vont justement permettre qu'il y ait moins d'impact au niveau glycémie. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais en tout cas, c'est vrai que je dirais que pour des personnes qui ne font pas forcément de sport, c'est bien d'avoir ces consommations de produits très sucrés avec le reste des repas. Sur la journée, c'est vrai que comme le matin, il y a un taux de cortisol qui est beaucoup plus haut et qui va faire que c'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc on a déjà une libération au niveau du sucre dans le sang qui est plus important, donc c'est pas forcément le bon moment pour rapporter encore du sucre. Donc je dirais que c'est plutôt en deuxième partie de journée, donc midi et puis fin de journée, où là justement par rapport à la sécrétion de certaines hormones, dont la mélatonine dont on a parlé avant, ça peut être intéressant justement d'avoir à ce moment-là. Puis surtout, il ne faut pas rentrer... moi, ce que je conseille toujours, c'est plutôt de se dire, voilà, le sucre, j'en consomme de façon modérée, mais plutôt qualitative. Donc, pour les personnes qui aiment beaucoup le sucre, par exemple, les produits sucrés, je vais plutôt leur dire, faites-vous plaisir le week-end, vous prenez une pâtisserie individuelle qui vous fait ultra plaisir chez votre pâtissier préféré, plutôt que de consommer des biscuits industriels tout au long de la semaine qui vous satisferont un petit peu sur le moment, mais pas plus que ça finalement. Oui, ça on est d'accord que au final, une fois le paquet consommé, limite on a encore plus faim qu'avant l'avoir consommé, et c'est clair que niveau satisfaction, c'est pas ouf. Complètement. Ok, donc le sucre, ce n'est définitivement pas le diable. Exactement. Et ça peut être intégré surtout quand on fait du sport à certains moments de la journée. Ouais, on a précisé juste avant que le cortisol, c'était une hormone hyperglycémiante. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Oui, alors, donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, pour faire simple. Elle est beaucoup plus haute en début de journée. En fait, c'est ce qui va nous réveiller, nous mettre en alerte dès le début de journée. Souvent, elle commence à être sécrétée plusieurs heures avant le réveil, et puis après, elle atteint son pic au moment où on attaque la journée, on va dire. En fait, c'est une hormone qui va venir booster la production d'insuline, et du coup, l'insuline, elle va venir libérer le sucre au niveau sanguin. Donc en fait, on a déjà dès le début de journée, finalement, une glycémie qui est un petit peu plus haute une fois que le processus s'est fait, parce que si on prend sa glycémie tout de suite au réveil, des fois on voit que c'est pas forcément très haut. Il faut le temps que le processus soit mis en place, et à ce moment-là, on va voir que petit à petit notre glycémie va être de plus en plus haute. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut pas manger, il faut essayer de limiter sa consommation de glucides à ce moment-là, ou c'est pas forcément lié ? Alors, si, ça va être lié. Après, encore une fois, ça va dépendre du type de sucre, de glucides. Sur l'apport en glucides complexes, qui vont avoir justement un index glycémique plutôt bas, modéré, là, il n'y a pas forcément de souci. Pour prendre un pain aux céréales, des flocons d'avoine le matin, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est bien, c'est de venir contrebalancer aussi cet apport en glucides complexe, avec des protéines et des lipides qui vont venir justement équilibrer la glycémie. D'accord. Donc, pas forcément des sucres simples à assimilation rapide dès le matin, ça on laisse plutôt un peu plus tard dans la journée, mais par contre le matin on peut quand même apporter un petit peu de glucides, mais plutôt une autre forme. Je comprends. Et du coup, c'est ce qui se passe en général au début de la journée, pic de cortisol, qui va redescendre petit à petit. Exactement. Ce qui fait qu'en fin de journée, on est un peu plus fatigué, on est moins alerte et on a plus envie de se relaxer, quoi. Exactement. Et l'insuline fait le contraire, ou non ? L'insuline, c'est plus lié à la consommation de nourriture et c'est moins circadien en fin de compte. Ouais, alors ça va être lié effectivement à la sécrétion hormonale, mais beaucoup aussi à la consommation, à la nutrition. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de moment où elle va être...
au summum, elle va être... Ouais, ça suit moins le même format que le cortisol. Exactement, tout à fait. Ok. Est-ce que tu es attentive, toi, justement, avec les personnes que tu reçois et que tu suis, à toutes ces sécrétions hormonales, ou non, c'est un peu trop compliqué et on se tient juste à l'alimentation pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle va provoquer hormonalement? Alors, je fais quand même très, très attention. Surtout s'il y a des symptômes associés, en fait. Il peut y avoir des personnes... Simplement, hein, le coup de barre. Ouais. Le coup de barre ou la fringale. Qui est hormonal, enfin qui est lié justement à certaines sécrétions hormonales? Complètement. On arrive souvent à parer en fait ce coup de barre ou cette fringale qui arrive la plupart du temps quand le cortisol est moins haut en fin de journée ou en cours d'après-midi, avec justement la mise en place de plus de protéines, de plus de lipides sur le début de journée, petit déjeuner, et parfois déjeuner qui manque aussi pas mal de protéines. Donc en faisant ces adaptations, en général, on arrive quand même à équilibrer certains symptômes. Donc après, voilà, j'éduque les patients plus ou moins sur cet aspect-là. Mais en tout cas, quand je fais des adaptations nutritionnelles, je prends toujours ça en compte, bien évidemment. Ok. Il doit y avoir tellement de pièces de puzzle, tu vois, à manier et essayer de bien organiser. Surtout que si jamais tu as un sportif qui s'entraîne à 8h du matin et un autre à 19h, bah, j'imagine que du coup, même s'ils ont les mêmes objectifs, le même poids de corps, la même masse musculaire, ils pourront être amenés à manger totalement différemment en fait. Complètement. Et puis après, il faut tenir compte aussi finalement des habitudes de la personne, du sportif. Il y a des sportifs qui font pas les choses de façon le plus optimale possible, mais ça leur convient. Ouais. Ils arrivent à avoir des bonnes performances comme ça, à bien récupérer, jamais se blesser, jamais tomber malade, etc. Donc là, j'ai envie de dire, on fait quelques adaptations, mais on ne va pas tout changer non plus. Et puis, au contraire, il y a des sportifs pour qui faut carrément tout revoir. Mais finalement, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et c'est pour leur bien, pour que ils soient suffisamment performants au moment T, mais qui durent aussi dans leur sport le plus longtemps possible. Ça, on n'y pense pas toujours. On pense parfois à l'instant T. À l'instant T et on se dit, tant pis, je fais des adaptations maintenant, qui parfois, ils savent que c'est pas durable dans le temps, mais du coup, pour le moment, c'est possible pour eux, mais par contre, si on prend plusieurs mois, plusieurs années, ce ne sera pas forcément possible, ce qui risque d'avoir un impact sur leur pratique sportive plus tard. Ouais, ça, c'est ton travail de l'anticiper, en fait. Ouais. Ce qu'un sportif n'arrive pas toujours à faire, de prendre du recul et d'arriver à avoir un petit peu sur le long terme. Exactement. J'aimerais bien qu'on aborde, rapidement ou pas d'ailleurs, pas les contraintes alimentaires, mais les différents types de régimes alimentaires et de leur implication sur la pratique sportive. Oui. Comme par exemple quelqu'un qui a envie de faire un régime cétogène, quelqu'un qui a envie de faire du jeûne intermittent, quelqu'un qui est végétarien. En quoi ça peut avoir une implication et comment est-ce que tu réagis dans ce cas de figure-là, qui sont, j'imagine, très individuels forcément, mais si on peut aborder le sujet en général, comment est-ce que tu réagis dans ce cas de figure ? Alors, par rapport à ces régimes alimentaires précis, l'idée, c'est vraiment de voir par rapport à ces applications nutritionnelles ce qui va manquer et les risques de carence. En fait, pour une personne qui va avoir un régime végétarien, par exemple, c'est souvent un manque quand même de protéines. Végétalien, d'ailleurs, c'est souvent un manque de protéines dans l'alimentation. Donc, voir comment justement on peut adapter ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter, est-ce qu'on peut forcer sur certaines quantités pour justement que les besoins soient bien couverts. Associé à ce manque de protéines, la plupart du temps, viande, poisson, on va dire, pour les végétariens, et puis toute source de protéines d'origine animale pour les végétaliens. C'est aussi voir un petit peu plus loin ce qui va manquer en termes de micronutriments. Je prends l'exemple d'une
femme qui fait, je sais pas, du triathlon et qui est végétarienne, hein, qui est un peu courant, hein, que je vois beaucoup, il y a souvent un risque d'anémie, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que justement, ben oui, elle va peut-être consommer des œufs, mais ça va pas suffire par rapport à l'apport en fer. Et puis globalement, dans son alimentation, ben, il y a souvent un peu le manque de protéines. Donc, voir comment on peut arriver quand même à avoir une alimentation qui reste diversifiée, plaisir, mais en amenant tout ce qu'il faut. Donc parfois, ça passe par la complémentation, on n'a pas forcément le choix, et ça, bah, voilà. Dans certains cas, c'est quand même des choses qui sont hyper importantes. Donc vraiment, voilà, dans un premier temps, voir ce qui est mis en place déjà à l'instant T par le sportif, voir quels risques sont possibles par rapport au sport pratiqué, et à partir de là, bah, pouvoir optimiser et anticiper un petit peu les apports nutritionnels pour justement ne pas risquer de vraies carences ou de blessures, de douleurs, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de déconseiller à quelqu'un de suivre tel ou tel régime alimentaire? Alors, je ne parle pas de végétarien ou végétalien, parce que c'est parfois aussi relatif aux convictions personnelles, mais plutôt jeûne intermittent, régime cétogène ou le désir de supprimer les glucides. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, franco, à un patient, tu ne devrais pas t'alimenter comme ça, parce que ce n'est pas terrible pour ta pratique sportive? Complètement. Alors, dans la majorité des cas, j'essaie vraiment de m'adapter aux sportifs, surtout si je vois que côté performance ça suit, si du coup il n'y a pas de frustration, de manque au niveau alimentaire, voilà, je m'adapte au mieux. Après, je suis pareil, peut-être qu'on va attraper ma veste un petit peu là-dessus, mais dans tous les cas, les régimes cétogènes, je trouve que c'est dans la majorité du temps impossible à tenir, en tout cas sur le long terme, simplement parce que le temps pour que les adaptations métaboliques se fassent, ça prend beaucoup de temps, et dès qu'on va réintégrer, je sais pas, ne serait-ce qu'une pizza entre amis, finalement on annule toutes ces adaptations. Et on doit reprendre le temps de les refaire. Exactement, donc je trouve que ça coupe énormément, aussi bien côté social, côté nutrition, du coup ça demande quand même une grosse adaptation. Sur la partie performance, même si au bout d'un certain temps il peut y avoir des bénéfices, au début, quand on met en place le régime, c'est compliqué quand même, effectivement. Et puis maintenant, on fait des choses quand même ultra simples. Cet apport en glucides, par exemple, qui peut être, qui demande un certain travail, mais qui est quand même assez simple à mettre en place. Pourquoi s'embêter parfois avec un régime cétogène? Encore une fois, je respecte les gens qui veulent mettre ça en place. Mais voilà, parfois c'est un peu compliqué quand même à mettre en place. Et puis après, le jeûne intermittent, c'est pareil. Je vais pas du tout le recommander ou le déconseiller, en tout cas pour des personnes qui ont du mal déjà à couvrir leurs besoins énergétiques, où là du coup va falloir plutôt fractionner l'apport alimentaire sur la journée. Donc dans ce cas-là, ou des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, dans certains cas de figure, quand les apports énergétiques total de la journée sont trop bas. C'est une mission impossible de se dire on va arriver à les augmenter avec une contrainte de timing. C'est ça. Il y a le timing, il y a souvent des personnes qui font le jeûne intermittent, qui ne mangent pas non plus des volumes hyper importants sur les repas. Donc après, pour couvrir les besoins, pour une personne qui ne fait pas de sport, ça peut passer. Pour une personne qui a des dépenses énergétiques très importantes, en général, c'est quand même très compliqué. Exactement. Ouais. C'est difficile de pouvoir faire la part des choses et d'avoir en face quelqu'un qui veut suivre un régime alimentaire, mais qui n'est pas forcément conscient des avantages et des inconvénients parfois qui sont assez importants. Donc la plupart du temps, j'essaie d'expliquer déjà, de continuer à suivre le régime alimentaire si je vois que tout est OK, d'expliquer en tout cas les bénéfices-risques aux patients, et puis après de leur faire comprendre que ce qui serait mieux pour eux, pour leur performance, la récupération, c'est plutôt ce type de régime-là. Après, on fait des tests. Il y a des personnes qui sont complètement ouvertes à ça, qui testent, qui disent « Ah oui, effectivement, c'est mieux comme ça ». Et puis, il y a des personnes qui restent un petit peu campées sur leur position. Et dans ce cas-là, soit je les réoriente avec une personne qui peut peut-être mieux les accompagner plutôt que moi. Ou soit tu fais avec. Ou soit je fais avec, effectivement. Ouais, j'imagine. On parlait de combler certaines carences. Il
Il y a quelque chose qui existe pour ça, c'est les compléments alimentaires. Complètement. C'est, j'imagine, quelque chose que tu dois forcément utiliser avec les personnes qui viennent te voir, parce que ça peut être pratique. J'ai un petit jeu pour toi. J'ai une liste de compléments alimentaires. Ok. Et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis dessus avec un seul mot, une seule formulation, utile ou pas utile. D'accord. Tu peux développer un tout petit peu si jamais tu veux. Mais on va essayer de rester pas le plus concis possible, mais assez synthétique. D'accord. Parce que sinon, on pourrait faire un podcast, je pense, sur chacun des compléments alimentaires. Ok. Je prends ma petite liste sous les yeux. Ça marche. Comme ça, je ne la perds pas. Alors, le premier complément que moi, j'utilise beaucoup, la créatine. Utile. Ok. Utile. Alors, moi, je le recommande plutôt en périodisation, pas forcément à prendre en continu. Mais bon, on a déjà effectivement le corps en fabrique un petit peu, un apport endogène. Mais c'est vrai que du coup, par rapport aux besoins et puis aux bénéfices d'apport énergétique, de récupération que représente la créatine, oui, moi j'ai plutôt tendance à la conseiller. Même pour les sports d'endurance ? Non. Juste pour les sports de force. Plutôt sport de force. Ok, quelqu'un qui fait de la course à pied, créatine, pas utile. Pas utile. Ok. Et BCA ? Pas utile. Pas utile à partir du moment où on a une alimentation, un apport en protéines qui est varié, qui est suffisant sur la journée. En principe, on arrive très clairement à compenser ces apports en acides aminés qui sont la leucine, l'isoleucine, la valine qu'on va retrouver dans les BCA. Donc, pas utile pour moi. Quelle que soit la pratique. Quelle que soit la Endurance, pratique. renforcement, BCA, on n'en veut pas. Complètement. La spiruline. Pas utile et trop surcoté. J'allais dire, ça a du succès, la spiruline, pourtant. Hein. Ouais, alors, j'ai envie de dire, dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal, mais si, il y a quand même, j'ai lu d'ailleurs un livre à ce sujet où selon la qualité, ça pouvait quand même représenter des risques par rapport à certaines contaminations, un truc comme ça, ouais. Exactement, certaines bactéries, etc. Donc faire quand même attention si on se complémente, si on y tient absolument à sa spiruline, à faire attention à la source et puis du coup à choisir quelque chose de bonne qualité. En fait, avec la spiruline, on met beaucoup de choses en avant, l'apport en protéines, l'apport en fer, en certains micronutriments. Mais vu qu'on consomme autour des 3 à 5 grammes par jour, finalement, l'apport... On va pas chercher bien loin. Voilà, ça ne va pas chercher bien loin. Donc, je dirais que c'est une dépense d'argent qui est C'est ce que j'allais dire. On peut économiser son argent exactement. Et ne pas consommer de spiruline. Je vais en mettre 2 en même temps. Peut-être que c'est une erreur, mais tu me diras. Zinc et magnésium. Alors, oui, effectivement, on a souvent des compléments qui comprennent les deux. Moi, le magnésium, je le fais pratiquement prendre de façon automatique. Donc, je dirais utile. Utile pour répondre à ta question, pardon. Je dirais utile. En tout cas, magnésium, vu que dans l'alimentation, il y a des sources, mais qui sont en général pas beaucoup consommées, ou en tout cas, on n'en consomme pas des quantités très importantes. Hein, tout ce qui est légumineuse, le chocolat, la banane. Voilà, on ne va pas en consommer énormément. Et souvent, comme du coup, on en perd beaucoup dans la thermorégulation, la transpiration, il y a quand même des grosses carences. Et puis, elles sont difficiles à détecter, ces carences. Hein, même au niveau, sur un bilan biologique, une prise de sang, on ne va pas forcément pouvoir voir le manque au niveau magnésium. C'est pratiquement quelque chose que je fais prendre systématique chez les sportifs. Encore plus sur les périodes chaudes, en été, par exemple. Et puis, il y a souvent plus de volume d'entraînement à ce moment-là. Sur les sports d'endurance, en tout cas, il y a beaucoup de compétitions sur la période estivale. Après, les sports de force, je trouve que ça reste quand même intéressant aussi. Et souvent, je fais complémenter. Le zinc, pour l'aspect récupération, va être aussi très intéressant. Je ne le mets pas de façon automatique, suivant les symptômes qu'il va y avoir associés. Je le fais prendre ou pas. Mais dans tous les cas, je dirais utile pour ces deux-là. Pour les deux Ok. Complètement. Les oméga 3. Utile. Utile.
simplement pour l'aspect anti-inflammatoire qu'ils peuvent représenter. C'est vrai que quand on va s'entraîner, avoir une pratique sportive plus ou moins haute, on provoque un stress oxydatif assez important et une petite inflammation au niveau de l'organisme, ce qui est normal, mais qu'il faut venir équilibrer, compenser. Et les oméga-3, déjà dans l'alimentation de la plupart des personnes que je peux accompagner, il n'y a pas forcément un à deux poissons gras par semaine, il n'y a pas forcément des huiles comme la noix, colza, lin. Donc en fait, c'est souvent quelque chose que je fais faire, que je peux préconiser sous forme de cure, de 3 mois par exemple, plusieurs fois dans l'année. Mais en tout cas, oui, je dirais utile. Ok, super. La protéine en poudre, que ce soit whey ou autre protéine, d'ailleurs, maintenant on a des très bonnes protéines végétales. Oui. Utile ou pas utile? En soi, pas utile. Si on arrive à compenser suffisamment ses besoins en protéines via l'alimentation. En fait, je rencontre beaucoup de personnes qui, par exemple, démarrent la pratique sportive, qui viennent me voir, qui me disent au niveau alimentation, la première chose que j'ai fait, c'est je prends de la protéine en poudre. Je veux dire, oui, c'est bien, ok, mais si l'apport est suffisant dans ton alimentation avec les protéines animales, végétales, les produits laitiers, etc., il n'y a pas forcément besoin de se complémenter, surtout sur un début de pratique sportive. Après, avec certains sportifs qui, justement, ont déjà un gros développement musculaire, qui ont un poids de corps très haut et qui ont besoin de 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Manger 200 grammes dans la journée, ça peut être compliqué. Complètement. Donc là, je dirais que ça va être utile pour compenser les besoins en protéines. Et puis, c'est souvent quelque chose qui est ultra facile à prendre après un entraînement, en collation, etc. Intégrer dans le petit déjeuner, dans les repas, c'est assez facile. Mais du tac au tac, je dirais pas forcément utile si à côté de ça, l'alimentation est variée et suffisamment complète. Et encore une fois, oui, on va retrouver des protéines de plus ou moins bonne qualité. Maintenant, c'est vrai que les qualités sont très bien, mais on n'aura pas tout ce qui est micronutriments, donc le fer, le zinc, le phosphore, etc., qu'on va retrouver par contre dans la viande, le poisson, les œufs, etc. Ouais, donc il ne faut pas que ce soit un réflexe automatique. Exactement. Mais il faut prendre le reste de l'alimentation en compte. Surtout se dire que ça reste un complément, si besoin, mais pas remplacer, par exemple, les œufs du repas par la protéine. C'est pas un substitut de repas, parce qu'il n'y a que de la protéine. Exactement. J'en ai un petit dernier, peut-être que tu auras un avis dessus, le collagène. Oui, alors, le collagène, je dirais que c'est difficile de... Parce qu'en plus, il y a plusieurs sources de collagène qui apparemment, je dis ça, mais je ne suis pas un pro, qui auraient une efficacité différente en fonction de la source, si c'est bovin, si c'est marin. Oui, c'est ça. Il y a différentes sources. Selon la source, enfin, selon, on va dire, la provenance, ça va être des collagènes de types différents. Il y a plusieurs types de collagène. Avant, j'étais plutôt à dire utile. Maintenant, je serais plutôt à dire pas utile, mais je vais attendre quelques années avant de te répondre, qu'il y ait des études scientifiques beaucoup plus poussées sur le sujet, parce que ça reste un complément quand même qui est relativement récent. Pour moi, les études, elles n'ont pas été faites sur un temps assez long pour pouvoir justement vraiment dire si ça va être utile ou pas utile. Mais est-ce que c'est un gaspillage d'argent comme les BCAA ou non? On est encore beaucoup plus dans le flou pour l'instant et à ne pas savoir exactement... Ouais, je dirais qu'on est plutôt dans le flou. Dans tous les cas, encore une fois, c'est de la protéine. C'est de la protéine, donc ça ne fera pas de mal. Une personne qui va se complémenter en collagène, il n'y aura aucun risque. Simplement, elle va apporter un peu plus de protéines dans son alimentation. Donc, des fois, il y a des effets
bénéfique parce que la personne elle va avoir apporté plus de protéines dans son alimentation, donc ça va lui permettre de mieux récupérer, de limiter tout ce qui est inflammation, de mieux cicatriser post-entraînement, de limiter tout ce qui est douleur, de récupérer après une blessure par exemple, simplement parce qu'elle a amené plus de protéines qui venaient du collagène qu'elle prend en collation. Mais par contre, est-ce que ce collagène va à l'endroit qu'on souhaite, au niveau, dans ce tendon, dans cette articulation? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Et je dirais que les études sont encore un peu... Après, on peut trouver ce qui nous arrange. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Des études pour, des études contre. Mais là-dessus, je reviendrai pour te répondre dans quelques... On se retrouvera dans quelques années, alors peut-être. Avec plaisir. Comme ça, on fera un épisode 2 spécial collagène. Exactement. Mais par la même occasion, je pense qu'on pourra aborder plein d'autres sujets. C'était super intéressant. Je pense qu'on a couvert plein de choses. Exactement. Plein de choses sur le sport. Ça pourra peut-être déconstruire certaines idées reçues, apporter plein de choses aux sportifs qui vont nous écouter, permettre de compléter certaines infos qu'ils avaient peut-être déjà entendues mais pas assez détaillées. Mais surtout de t'entendre toi le dire aussi, c'est important parce que sur Internet, on trouve tout. On trouve pas mal de choses. Tout et n'importe quoi du coup. Donc parfois, effectivement, c'est difficile de savoir quelle source consulter. Aujourd'hui, on en a une. Donc, merci beaucoup, Amandine, pour ta disponibilité. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu postes du contenu sur Instagram, il me semble. Exactement. Sur mon nom sur Instagram, c'est Amandine Diète, tout simplement. De toute façon, on mettra un lien dans la description YouTube et sur Spotify. Donc, il y aura juste à cliquer dessus. Et avec plaisir. Et peut-être ton site aussi, si jamais on a des sportifs qui veulent te solliciter. Et avec grand plaisir. Et puis sinon, pour toutes les personnes qui préparent le Running Lyon ou d'autres courses, on se retrouvera peut-être aussi sur les chemins, les routes, les sentiers. Ouais, parce qu'il est fort possible que ce podcast sorte une dizaine de jours avant le Running Lyon. D'accord. Donc voilà, peut-être tu vas y participer d'ailleurs. Je participe, j'ai été invitée par Hyundai du coup qui m'a offert le dossard pour le semi du Running Lyon. Donc fantastique. Effectivement, voilà, je serai présente donc. J'y serai aussi, mais juste pour encourager ceux qui courent et peut-être que ce sera une prochaine fois. Okay. Merci beaucoup Amandine et à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir visionné cet épisode avec Amandine. Je vous mets un autre épisode aussi très intéressant que j'ai enregistré avec Julien Kim. On y parle de confiance en soi, on y parle de sacrifice, de mensonges, de discipline. C'est aussi très intéressant. Vous avez l'épisode qui est juste là. Je vous encourage à y aller.